Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité, un feuilleton mais surtout une fille vous ont rendu la vie plus belle. Après des années où votre réalité n'est pas toujours passée par la télé, un univers que vous racontez aujourd'hui dans un thriller, un vrai. Bonjour Laetitia Milot. Merci, bonjour à tous. Alors on va évoquer tout à l'heure ce roman, ce thriller, Célia chez Plon qui est sorti, qui est un roman passionnant, je ne dirai pas la fin, mais je l'ai lu. Merci. Et puis on va évoquer surtout votre parcours, car c'est le principe des clés d'une vie, revenir sur votre parcours à travers des dates. Et la première date que j'ai trouvée, c'est le 20 avril 2000. Écoutez ceci. Émission de télé, toute la ville en parle, avec Thierry Ardisson. Et oui, vous parce êtes que dans j'allais le dire, qu'est-ce qui s'est passé le 20 oui, vous êtes dans le public et vous surgissez entre Richard Anconina et Laurent Gérard. C'est étonnant, ça. Oui. Alors, en fait, je vous explique. Avant, donc du coup, j'essayais. C'était un moment où je faisais beaucoup de casting. On va en parler, oui. Et je travaillais dans une maison de prod qui s'occupait du public des émissions. Oui. Et en fait, en fait, mon devoir était d'appeler les gens. Oui. Et je les mettais dans le public, on les plaçait dans le public. Et ce jour-là en particulier, il manquait un peu de féminité dans le public. Donc, Thierry, il a dit, ce serait peut-être pas mal qu'on rajoute des femmes. Et donc, du coup, d'ailleurs, même celle qui travaillait avec moi dans la maison de prod est allée aussi dans le public. Donc, on est allés toutes les deux dans le public. Et d'ailleurs, ce jour-là, j'étais pas du tout prête à passer en fait à l'écran, du tout, même physiquement parlant. Je m'étais pas habillée du tout pour passer à la télé. Et en fait, comme par hasard, il manquait aussi de féminité sur le plateau. Et là, Thierry m'a dit tiens, viens. Mais alors, j'étais pas du tout prête à ça, en fait. Là, c'était un moment où il m'a surprise et pas du tout prête, ni préparée, ni rien. Oui. À ce moment-là. Alors, on vous voit avec Richard Anconina. D'ailleurs, on ne sait pas qui est le plus intimidé des deux. Mais c'est clair. En fait, j'ai lu un peu partout que justement, j'étais pas intimidée et tout, mais j'étais complètement intimidée. J'essayais de me même coucher sous la table. Sincèrement, si on pouvait ne pas me voir ce jour-là, c'était horrible. Le stress monumental. Il se trouve que Richard Anconina était là parce qu'il préparait La Vérité si je mens 2. Oui. Et il y a une anecdote extraordinaire sur ce film. Il y a Enrico Macias qui fait ses débuts au cinéma. Il y a une scène de mariage qui dure 3 jours. Donc le premier jour, il vient avec son costume. Et le deuxième jour, la veilleuse vient avec le même costume. Et Macias, qui ne connaît pas le cinéma, dit « Mais je ne vais pas mettre le même costume tous les jours. » On lui a expliqué qu'il y avait un raccord. C'est authentique. Et moi, en plus, dans La Vérité si je mens, alors je ne sais plus si c'est le 2 ou si c'est le 3, mais il me semble que c'est le 2. Oui. J'avais fait une petite figuration dedans, à l'époque. Et donc, du coup, je ne sais plus si c'était le même ou pas. Alors, je crois que c'était le même, effectivement. Alors, vos origines, il y a de doubles origines, Laetitia Milot, c'est créole par votre grand-mère et italienne par le reste de votre famille. Oui, alors, j'ai italien, espagnol dans le reste de ma famille. Et créole, effectivement, plus direct en ce qui concerne ma grand-mère côté maternel. Que vous aimiez beaucoup. Que j'aimais énormément et avec qui j'étais très proche. Et du coup, qui est partie malheureusement trop tôt. Et voilà. Et qui vous a marqué. Et qui était martiniquaise. Alors, vous êtes né et vous avez grandi au nord de Limoges, Saint-Jean, qui est un village qui regroupe 25 villages d'ailleurs, et qui est un lieu privilégié pour la nature, paraît-il. Et ça a été vraiment votre enfance dans une maison modeste, mais avec un grand terrain. Oui, tout à fait. C'est vrai que j'ai des bons souvenirs. D'ailleurs, j'ai gardé mes racines au niveau de la nature, en tout cas avec mes goûts de vie, parce que j'aime la nature et voilà. Et donc du coup, c'est vrai que j'ai grandi à Saint-Jean, oui, entourée de nature, entourée d'animaux. Et dans un jardin, on avait un grand jardin à l'époque. Et vous aviez 2 frères, Laetitia Milot, et une sœur qui était Polka, votre chienne. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça peut choquer certains, mais moi, en tout cas, je l'ai considérée comme ma sœur, parce que mes 2 frères étaient plus âgés que moi. Donc, évidemment, ils ne s'amusaient pas forcément avec moi. 7 ans et 9 ans de différence, ça fait une différence. Et ma chienne, elle a toujours été très, très proche de moi. Et c'est vrai qu'on a été très, très proches l'une de l'autre à fond. Et on a créé une complicité pendant... elle a grandi avec moi, en fait. Ils l'ont eu en même temps que moi. Et vous aviez un rêve que vous avez concrétisé. Vous êtes passé à 30 millions d'amis.
Ouais, c'est vrai en plus. J'admirais cette émission depuis très longtemps. D'ailleurs, je les suis toujours parce que là, ils sont pas l'émission n'est plus là, n'existe plus. Mais par contre, je les suis toujours sur les réseaux sociaux, tout ça. Je suis à fond avec eux. Et oui, effectivement, c'était mon rêve de faire cette émission et je l'ai faite. Alors, vous avez un père militaire, donc muté régulièrement. Vous allez vous retrouver dans différents endroits, Laetitia Milot, dont Aix-en-Provence, où vous allez découvrir une compagnie de théâtre qui s'appelle la troupe du Ruban Vert. Oui, tout à fait. Ça vous a marqué. C'est là où j'ai commencé ma première scène. Première scène au théâtre. Et ouais, ça m'a vraiment marqué. Et j'avais joué Shakespeare pour la première fois. Le Songe d'une été. Ouais. Et pourquoi le théâtre? C'est venu comme ça? Par rapport à la danse, en fait, moi j'ai toujours fait de la danse classique, donc j'ai toujours eu un rapport avec la scène et avec le public finalement, et avec les émotions, parce qu'à travers la danse, on donne des émotions et on joue aussi avec le corps. Et c'est vrai que voilà, j'ai voulu garder ce contact avec la scène, avec le théâtre. Alors, et je me suis régalée. Le ruban vert, on dit que le vert porte malheur au théâtre, soi-disant parce que Molière serait mort en scène en costume vert, alors qu'il est mort dans un costume rouge. Donc ça n'a rien à voir, c'est encore une imposture. Et pourtant, on dit que le rouge, du coup, ça porte bonheur. Voilà, exact, c'est très curieux. Voilà. Et puis, le théâtre, ça a démarré, et vous êtes venu à Paris, où naturellement, il fallait aller dans un cours, et vous avez choisi le cours Florent, qui était à l'époque le cours le plus célèbre et le plus couru, Laetitia Milot. Oui, alors en premier, je suis allée au conservatoire du 18e. Oui. Après, j'ai fait les cours Florent, et les cours Pygmalion, je les ai faits au bout de 2 ans de cours Florent. Je suis allée au cours Pygmalion. Et pourquoi passer d'un cours à l'autre? Parce qu'en fait, le cours Florent, j'aimais beaucoup du coup le théâtre et tout ça. J'avais découvert le milieu du théâtre, surtout dans les 2 ans. Et en fait, j'avais envie de découvrir ce côté caméra, le côté émotion avec les caméras. Donc je suis allée vers Pygmalion pour faire de l'acteur studio, en fait. C'est de l'acteur studio. Oui, et d'ailleurs, c'est Anne Parillo qui a été aussi au cours Pygmalion. Elle a fait des ateliers juste avant de décrocher son premier César. Et d'ailleurs, sur scène, le jour où elle a eu son premier César Nikita, elle a remercié le studio Pygmalion. Ouais. Et il y a aussi Marion Cotillard qui a préparé son rôle pour La Môme au studio Pygmalion. Mais en fait, les cours Pygmalion, sincèrement, j'ai fait donc à peu près 6 mois, 1 an avant de partir sur Plus belle la vie d'ailleurs. Oui. Et donc du coup, ça m'a énormément apporté. En fait, Pygmalion, c'est vraiment les cours qui m'ont fait le déclic, qui m'ont donné le déclic. Alors, il y a eu un autre cours qui vous a apporté un rôle, c'est la saison 3 d'Opération Séduction, où vous êtes devenue Camille. Ça aussi, c'est un souvenir entre l'épisode 2 et l'épisode 5, si mes renseignements sont exacts. Alors ça, j'en sais rien du coup spécialement parce que je suivais pas, mais effectivement, ça a été un des premiers rôles que j'ai interprété à la télé. C'est-à-dire que c'était une sorte de télé-réalité, vous étiez une peste, ce qui ne vous ressemble pas. Ouais, en fait, j'étais une petite manipulatrice, et puis d'ailleurs, celle qui jouait aussi le rôle de ma mère dedans était pareil. En fait, on était toutes les deux un petit peu dans le même côté caractère, en fait. Et voilà, on était plutôt dans la manipulation, oui. Voilà, c'était l'ancêtre de beaucoup d'émissions de télé-réalité qu'on voit aujourd'hui. Il y avait 4 filles, et ces 4 filles s'étaient inspirées de quelque chose de très sérieux. En fait, le Figaro Magazine, avec Robert Hersan, avait lancé des filles autour du monde dans des croisières. Ça avait fait monter les ventes, des jeunes filles charmantes. Et c'est comme ça que les producteurs ont eu l'idée de l'Opération Séduction, qui n'avait rien à voir. Pas du tout, du tout. Je vous l'apprends. Vous me l'apprenez. Voilà. Alors, il a fallu ensuite vivre. Alors, vous avez fait tous les petits métiers possibles et imaginables. Vous avez été caissière, hôtesse d'accueil, ouvreuse de cinéma. Vous avez tout fait, finalement. Oui, j'ai fait beaucoup de métiers et j'en suis heureuse d'ailleurs parce que j'ai découvert du coup beaucoup de beaux métiers et voilà. Oui. Et puis vous êtes une acharnée. Il fallait payer les cours de théâtre. Voilà. Et puis vous êtes devenue mannequin non sans mal parce qu'il fallait quelquefois on vous virait par la porte, vous rentriez par la fenêtre. Ouais, en fait c'est vrai que j'étais quelqu'un qui n'hésitait pas à frapper aux grandes portes directement dans les productions. Et puis finalement, des fois, j'avais des refus, donc voilà. Et puis en fait, j'hésitais pas à aller au devant, c'est vrai. Alors, on vous voit aussi dans la photo du calendrier 2005 de la lingerie Obad. Oui, tout à fait. On vous voit pas complètement, je crois qu'on voit votre culotte, non? On voit plutôt le bas, plutôt que, en tout cas, on voit pas le visage. Comment c'est arrivé ça?
Pareil, c'était un moment où je faisais du mannequinat et on m'a proposé cette marque. Et c'est vrai que c'est quand même une marque prestigieuse. Oui, donc c'est beau. Qui date de 1875. Au départ, c'est une fabrique de gaines orthopédiques qui est devenue une marque de lingerie féminine. C'est très beau ce qu'ils font. Et j'aime leurs photos. Oui, et vous avez été élue, je suis certain, Laetitia Milot, Miss Lingerie 2003 par le magazine FHM. Oui, aussi du coup. C'était la suite de ça? Oui, c'était, je crois. Oui. Enfin, je crois. C'était un magazine qui élisait chaque année les femmes les plus belles du monde, entre autres. Et parmi les 100, il y avait Claudia Schiffer, il y avait Britney Spears. Et vous avez été Miss Lingerie, ce qui était un bon départ. Alors, vous avez aussi été, à l'époque, l'égérie, on l'oublie, de plusieurs marques. Il y a eu le Petit Olivier Salon de Provence, il y en a eu d'autres. Vous entamiez une belle carrière dans le mannequinat. Oui, voilà, c'est vrai que je faisais du mannequinat aussi, surtout pour comme vous l'avez dit tout à l'heure, payer mon studio que j'avais à Paris, payer mes cours de théâtre, voilà. Et effectivement, voilà, j'essayais de trouver un moyen d'avancer, quoi. Oui, mais c'est un monde difficile aussi, on le sait aujourd'hui, on commence à raconter du passé. Il fallait tenir avec le sourire et ne pas tomber dans les pièges. Ça, c'était pas facile. C'est pas facile et c'est vrai qu'il faut avoir la tête sur les épaules et il faut oser dire non et avoir un caractère pour dire non. Parfois, voilà, il faut pas se forcer à faire les choses. Il y a plein de fois où ça m'est arrivé de dire non, tout simplement. Et voilà, et c'est vrai que je peux encore me regarder dans un miroir, en tout cas. Mais il faut un sacré caractère, il faut vraiment avoir envie de réussir. Oui, il faut du caractère. Et puis, voilà, encore une fois, il faut oser dire non. Voilà, c'est tout. Mais vous avez toujours eu beaucoup de caractère et envie de réussir. Et envie de travailler, surtout. Envie de travailler, je suis une bosseuse, je suis une passionnée, donc j'aime aller jusqu'au bout de mes idées et jusqu'au bout de ce que j'ai envie de faire. Voilà. Et d'ailleurs, je pousse les gens à le faire aussi. Vraiment, allez jusqu'au bout de vos rêves. Vraiment. C'est ce qu'il faut faire. Et vous êtes allé jusqu'au bout de vos rêves. On en parle dans quelques instants à travers une autre date, le 25 avril 2010. À tout de suite sur Sud Radio avec Laetitia Milot. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Laetitia Milot. Il a ce roman Célia chez Plon dont on parlera tout à l'heure. Et puis une date importante qui est le 25 avril 2010. C'est un peu votre revanche, c'est le festival Lire à Limoges. Et ce jour-là, vous faites ça le comble, je crois. Il y a un monde fou autour de vous. Avec Je voulais te dire. Ça a été mon premier livre. Et c'est vrai que j'ai tenu à aller signer à Limoges, dans ma ville de naissance. Et d'ailleurs, je signe tous mes livres dans la ville de Limoges. J'aime aller au salon ou peu importe, dans une librairie à Limoges, parce que j'aime aller les voir. Mais quand on voit les images du reportage ce jour-là, il y a une file d'attente interminable pour la dédicace. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de monde ce jour-là et j'étais super heureuse et j'espère qu'ils étaient contents d'ailleurs. Mais vous avez surtout pris le temps de parler à tout le monde. Oui. Ça, c'est important. Oui, parce qu'en fait, ils font l'effort de venir me voir. Donc, effectivement, la séance a duré un peu de temps. Alors, désolée pour ceux qui ont attendu, mais effectivement, c'est vrai que c'est bien de prendre un minimum de temps quand même avec chacun. Ils font l'effort de venir vous voir avec le sourire. Ils sont super contents. Donc, la moindre des choses, c'est de les accueillir, de leur faire une jolie dédicace, une photo. C'était un bisou à l'époque, même, il me semble. Et puis voilà, ils parlaient avec moi et je répondais à leurs questions. Mais d'ailleurs, même là, pendant les salons que je fais, on essaie effectivement de limiter en 3-4 heures la séance de dédicace, mais c'est physique, ça c'est sûr, c'est physique, mais j'aime parler, vous le voyez. Mais c'est très bien, vous avez raison, on est à la radio, vaut mieux parler. Mais surtout, dans ce reportage, on voit un auteur qui dit moi j'ai demandé à être déplacé parce que plus personne ne pouvait arriver à mon stand, tellement il y avait la foule autour de Laetitia Milot. Ça, j'en suis désolée. Non, moi ça m'est arrivé, m'appelant Pessis, me retrouvant entre Pivot et PPDH, je peux vous assurer qu'on a du mal à placer ces livres. Alors, ce premier livre, c'était un livre où les autres parlaient de vous, Laetitia Milot. C'était un livre très particulier. Je parlais aussi, en fait. Ça a été fait sous une forme de gros magazine. Moi, c'est ce que j'aime dire sur Je voulais te dire. Ça a été fait sous une forme de grosse interview, en fait. J'avais envie de tourner ce livre de cette manière-là. Parce que, d'ailleurs, je faisais beaucoup d'interviews à ce moment-là et ça m'a donné l'inspiration pour faire ce livre de cette manière. Vous ne pensiez pas faire des livres au départ ou c'était une envie ?
Ah non, je pensais pas. En fait, ça a été une envie. Je me suis dit, tiens, au départ, je me lance dans un livre comme ça. En fait, j'avais envie de faire passer des messages. Plusieurs petits messages, tout ça que j'ai intégré dans ce livre. Et finalement, quand j'ai vu l'impact que ça avait eu au niveau du public, au niveau de mes messages, hein, encore une fois, je me suis dit, tiens, je vais me lancer dans un roman. On verra. Et voilà, avec un sujet qui me touche, avec un sujet dont j'ai envie de parler, dont j'ai envie de mettre en avant. Et ça a été On se retrouvera à l'époque, le premier roman sur la violence qui est faite aux femmes. On va en parler. Et dans ce livre, il y a aussi dans ce premier livre des recettes de cuisine. Oui. Pourquoi ? Je vous ai dit, en fait, j'avais envie de faire un espèce de gros magazine où on trouvait tout, en fait. Où on ouvre à une page et on dit, tiens, il y a des goûts musicaux. Tiens, on ouvre une page, tiens, il y a les goûts sur les films, sur la lecture, sur la cuisine, sur les animaux, surtout. Voilà. Et alors, il se trouve qu'à l'époque, s'il y avait autant de monde, c'est grâce à un feuilleton dont voici le générique. Plus belle la vie, bien sûr. Bien sûr. Comment êtes-vous arrivée dans ce rôle de Mélanie, la serveuse du Mistral, Laetitia Millet ? Alors, c'était en 2004. Là, par contre, je me rappelle de la date. C'était en juillet 2004. En plus, c'était à mon anniversaire. Il y avait le 5 juillet 2004. On faisait des castings et tout ça. Donc, du coup, ça a été un gros casting, par contre, pour Plus belle la vie. Avec 3 essais différents, un peu d'ailleurs comme dans Célia, où je mets plusieurs essais en fait pour arriver dans la comédie musicale. Et donc du coup voilà, il y avait vraiment beaucoup de monde j'ai été retenue pour le rôle de Mélanie. Ouais. Voilà. Et ça a été laborieux au début, et vous ne pensiez pas que ça durerait aussi longtemps. Non, en plus au départ, c'est vrai qu'on ne savait pas trop où on allait. On se posait beaucoup de questions. Et moi, notamment, en plus, j'avais un très petit rôle en fait au départ. Vraiment, Mélanie, c'était la petite serveuse du Mistral, mais ça n'allait pas plus loin. Et puis au fur et à mesure, tout a pris de l'ampleur. La série a pris de l'ampleur. Elle a commencé à très bien marcher. Mélanie a commencé à prendre de l'ampleur aussi. Et c'est la série qui m'a révélée et je leur dois beaucoup. Hein, et ça a changé votre vie ? Ça a complètement changé ma vie. Ça m'a ouvert des portes et c'est pour ça que je vous dis, je resterai fidèle jusqu'au bout. Voilà. C'est une série que je suis très reconnaissante envers cette série. Alors, vous avez retrouvé comme ça ce qu'on appelle le jardin sauvage des Marseillais, c'est-à-dire les calanques de Marseille, où vous veniez adolescente et on vous appelait les amoureux du matelas bleu, je crois. Mélanie. Oui, c'est vrai. Ça, c'était en fait avec mon mari. Avant, effectivement, on allait dans les calanques et tout, et on avait un grand matelas 2 places, pneumatique, enfin pour aller sur l'eau. Hein. Et en fait, on se mettait là-dedans et on prenait notre crème solaire, le chapeau, tout ce qu'il fallait, et hop. On partait. On faisait pas du bateau, en fait, on faisait du matelas. Le matelas bleu. C'était excellent. Et donc, du coup, on était tous les deux, tout ça. Et c'est vrai qu'on nous appelait les amoureux du matelas bleu parce que, en fait, les gens, ils nous voyaient arriver. Hop, on prenait notre matelas, on partait l'après-midi et puis on revenait et tout ça. Enfin, voilà. On faisait notre balade en bateau. Voilà. Et vous auriez pu croiser, parce qu'on en croise de temps en temps dans les calanques, paraît-il, des dauphins. Il y a des dauphins qui viennent régulièrement au bord des calanques. C'est vrai qu'il y a des dauphins et il y en aurait encore plus si, justement, la planète irait bien. Voilà, on est bien d'accord. Alors, finalement, Plus belle la vie, ça a été quand même un gros travail, un rythme d'enfer pendant des années pour vous, Laetitia Millet. Comment ? Ça a été un gros travail, parce que ça tournait vite, il fallait apprendre les textes. Ah oui, Plus belle la vie, ça a été... on tournait en une journée un épisode. Oui. Et donc 22 minutes utiles à l'époque, 22 minutes utiles par jour. Donc c'est vrai que c'est un gros travail. Il y a, parfois, on jouait 10, 12, 14 scènes dans la journée. Donc c'est un gros travail de mémoire. Mais ceci dit, c'est la meilleure école. Oui, parce qu'après, on peut tout faire. Après, vraiment, c'est une très, très bonne école. Enfin, pour moi, la meilleure école de tout ce que j'ai fait. Hein. Oui, parce qu'il y a aussi une chose très particulière avec vous, c'est que vous auriez pu continuer tranquillement dans Plus belle la vie. Vous avez fait plein d'autres téléfilms en même temps, c'est-à-dire qu'il y a eu Enquête réservée, La femme aux cheveux rouges sur France 3, La crèche des hommes, enfin il y a eu La vengeance aux yeux clairs. Vous n'avez pas arrêté de faire des séries en dehors de Plus belle la vie. Oui. Pourquoi ?
Oh bah pourquoi? Parce que j'avais aussi envie de découvrir d'autres personnages, Oui. tout simplement. En fait, j'aime beaucoup Mélanie. C'est une amoureuse de la vie. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce personnage, mais aussi c'est bien en tant que comédienne de toucher à d'autres personnages et des personnages très différents, parce qu'effectivement, vous pouvez pas comparer Mélanie et Olivia de La Vengeance de Claire. Ah, C'est absolument pas pas. possible. Non, et effectivement, ça prouve justement combien vous êtes capable de faire plusieurs rôles, sauf que ça a posé un problème parce que vous êtes passé sur TF1 et je suis pas sûr que France 3 est apprécié. C'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas de retour dans Plus belle la vie, non? Non, pas du tout. Ça m'a pas empêché de tourner là en ce moment Ouais. pour France 3. Je viens de tourner un film qui s'appelle Squat, qui Oui. est avec Lynn Renaud pour France 3. Donc voilà, je viens de le terminer. Devrait passer prochainement, enfin dans l'année 2021, je suppose. Donc du coup, non, ça m'empêche pas du tout Oui, mais- de tourner pour France 3. Oui, mais quand je vois des fans qui réclament votre retour dans Plus belle la vie, C'est pas la chaîne, c'est plutôt. Voilà. Je pense que voilà, c'est en tout cas moi, c'est vrai que pour le public, j'aurais aimé revenir. Hein, Oui. ça fait 3 ans que je le dis haut et fort. Pour le public, j'ai envie de revenir dans Plus belle la vie. Maintenant, la production ne le veut pas. C'est autre chose. Alors, il y a quand même dans tout ce que vous avez tourné un téléfilm qui est symbolique, c'est Un bébé pour Noël, parce qu'effectivement, vous avez eu une fille non sans mal, et je crois que vous avez aidé beaucoup de femmes à avoir l'espoir grâce à la naissance de votre fille, je crois, Laetitia Millet. Mais j'espère. J'espère. En fait, c'était le but aussi de ma prise de parole sur l'endométriose. Ça a été le but aussi, enfin voilà, de ce documentaire pour donner de l'espoir. Au début, évidemment, rien n'était calculé parce qu'en fait, c'était pas gagné du tout que j'arrive à tomber enceinte. Et je me suis dit au début de ce documentaire que j'ai réalisé aussi, j'ai dit là, ce serait super que j'arrive à tomber enceinte pour donner cet espoir à tous ces couples et ces femmes qui ont envie d'avoir un enfant. Et en fait, comme par hasard, là, je suis tombée enceinte. C'est dingue. En fait, c'est vraiment dingue et c'est une histoire. C'est un miracle et c'est vrai que ça faisait 10 ans et demi qu'on se battait pour avoir cette petite fille, Liana. Donc du coup, notre petite fille. Donc c'est vrai que voilà, ça a été un miracle. Oui, mais des miracles parce que vous les provoquez, vous travaillez avec une énergie incroyable et on va le démontrer à travers une autre date, le 28 septembre 2013. À tout de suite sur Sud Radio avec Laetitia Milot. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invitée Laetitia Milot. On parlera tout à l'heure de Célia chez Plomb, un roman passionnant et passionné. Et la femme passionnée que vous êtes, le 28 septembre 2013, a débuté dans cette émission. Ah oui. Danse avec bah les oui. stars. Et là, on vous l'a proposé, vous n'avez pas pu refuser. Ah ouais, non, là, en fait, c'était juste mon rêve aussi de Ah faire bon cette émission. Ouais. Ah ouais, je suivais Danse avec les stars, mais j'étais très, très assidue, attention. Saison 1, 2, 3, j'en ai pas raté un seul. Et j'étais sur mon canapé, j'attendais ça avec impatience et je suivais les célébrités en fait qui évoluaient et j'admirais cette émission vraiment. Et la saison 4, c'était pour vous. Et la saison 4, quand ils m'ont appelée, j'étais en transe totale. On aurait dit une gamine au téléphone, vraiment. Alors, il faut dire que la passion pour vous de la danse, elle remonte à vos 5 ans, je crois, Ouais. Laetitia Milot. Ouais, bah oui, j'ai toujours fait. En fait, j'ai fait de la danse classique. Alors c'est différent, attention, parce que faire danser avec les stars, avec les danses de salon, c'est très différent de la danse classique que j'ai pu connaître. Mais du coup, ouais, non, je pouvais de nouveau m'exprimer sur scène avec de la danse et tout ça, et c'est fabuleux. Mais la C'est danse, c'est fabuleux, venu cette comment au émission. départ? C'est une passion d'enfance? La danse, oui, c'est une passion d'enfance, hein, ça c'est clair. J'ai commencé très tôt et j'ai pas pu m'arrêter. Enfin, là, par exemple, vous voyez, je suis des cours sur Internet de Elsie. C'est des cours Ouais. de danse qu'elle donne. Et c'est vrai que j'aime danser. En fait, j'aime reprendre même des bases de classique à la maison. C'est super, moi j'adore. Alors, il y a eu Limoges, il y a eu Tours, puisque votre famille était à Tours, Mm. et vous êtes inscrite au conservatoire. De tour, ouais. Il y a un professeur qui s'appelle Rémi Bourgeois, qui Oui. fait évoluer la pédagogie et qui ne parle jamais de retraite et qui est depuis des décennies à Tours dans ce conservatoire. Il est encore là-bas? Oui. Ah bon? Vous le connaissiez? Bah ouais. Voilà. Et votre rêve à l'époque, c'est l'opéra. Vous auriez peut-être voulu entrer à l'opéra, non, comme danseuse, non, Laetitia Milot? Ah oui, à l'opéra de Paris, Bien sûr. évidemment. Petite, effectivement, j'ai voulu, avant le conservatoire d'ailleurs, j'ai voulu rentrer à l'opéra de Paris.
Ceci dit, c'était très très compliqué au niveau. Alors j'avais un problème, c'était au niveau du poids. Ah bon? Ouais. En fait, j'étais assez musclée en fait à l'époque et ils demandaient ils avaient des critères de poids et en fait, j'ai des souvenirs de régime pourtant que je suivais pour atteindre ce poids et j'y suis pas arrivée. C'est dingue, hein, ça m'a un peu traumatisée ça à l'époque. Et donc le conservatoire, au moins, ils ont pas ces règles de poids aussi drastique. Donc à l'époque, en tout cas, ça a été le problème. L'opéra, c'est le poids ou la taille. Sheila, qui voulait rentrer au départ à l'opéra, était trop grande pour l'opéra. Ah bon? Oui, elle avait 4 cm de trop. Ah d'accord. Voilà, donc vous voyez, tout est possible. C'est très dur d'être petit rat, puis finalement vous en êtes sorti autrement. Bah voilà, finalement. Et vous pensiez d'ailleurs être prof de danse à une époque, je oui, crois. Oui. Et ben, en fait, j'aime enseigner, j'aime donner les choses que j'ai apprises, j'aime les enseigner, ouais, effectivement. Alors, j'en reviens à Danse avec les stars, Laetitia Milo. Vous avez tout fait dans cette émission, du quick step à la samba en passant par le disco. Bah ouais, on est allé jusqu'à la finale avec Christophe. Donc du coup, effectivement, en allant jusqu'à la finale, vous découvrez franchement tout le panel, hein, je crois, hein, des 10 danses de salon. C'est un travail intense, m'ont dit certaines personnes qui sont déjà passées dans cette émission. C'est très intense, mais c'est une fabuleuse expérience que je referai demain, d'ailleurs. Si c'était possible de la refaire. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une très très belle expérience et oui, au début, on danse 4 heures par jour. Après, c'est 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 8 heures par jour. On compte plus les heures, mais c'est pas grave. Enfin, c'est une émission de passion aussi. Oui, d'ailleurs, je crois que vous avez épuisé 3 professeurs. Il y a eu Christophe, Maxime et Christian. Oui, en fait, je crois que peut-être j'ai donné l'idée justement d'échanger les danseurs après, parce qu'après ils l'ont fait hier dans DLS 5. Et pourquoi? Comment c'est né ça? Parce qu'en fait, effectivement, il y a eu un accident. En fait, c'était au niveau du jive, il me semble. Ouais. En fait, il y avait un porté où on devait m'envoyer en l'air et me reprendre. Et c'est vrai que voilà, je suis pas une danseuse professionnelle, hein, donc voilà, il y a des choses, effectivement, il y a des portées qui sont pas évidents à gérer, et puis voilà, il y a eu une blessure de Christophe et ça peut arriver, mais de toute façon, vous épuisez votre entourage, me dit-on. avec la parole. Ah non, avec l'énergie aussi, avec l'énergie surtout. L'énergie, oui, effectivement, je suis très énergique, ouais, j'aime que ça bouge, j'aime que ça avance. Et ouais, je suis une petite boulimique du travail, en fait. Je suis une passionnée, hein, encore une fois. Hein, donc voilà. Vous faites les 35 heures. J'assume. Vous faites les 35 heures 3 fois par semaine, puisque c'est ça. vous aimez ça. C'est ça. Alors, et il y a un morceau de danse extraordinaire dans Danse avec les stars, c'est quand vous avez dansé sur cette chanson. Le child. L'aventurier, Indochine. Et ça, tu sais que Bob Moran, c'est Henri Verne, qui a 102 ans, qui est toujours vivant et qui continue à écrire à Bruxelles de nouveaux épisodes de Bob Moran. Ça aussi, c'est un grand souvenir. C'est génial. Ouais, non, carrément. De toute façon, tout est un beau souvenir. Dans cette émission, vraiment, je vous le dis, tout est un beau souvenir. Et le fait d'avoir fini 3e derrière Alizé et Brahim, ça vous a pas déçu? Moi, non. C'est le jeu, c'est bien, c'est la compétition. Enfin, voilà, on n'est pas là pour gagner obligatoirement. C'est très bien d'avoir été en finale, déjà. Oui. Surtout vous y pour ma au part. Départ, non, du tout. Moi, je pensais vraiment qu'au 2e, 3e prime, j'allais partir. Hein. Et chaque fois que vous restiez... Déjà, j'étais surprise à chaque fois. Donc, excusez-moi, mais être à la finale, pour moi, c'est super. En fait, c'est tout gagné, hein, déjà. Voilà, exactement. Mais c'est une tension énorme, même, parce qu'on ne pense plus qu'à ça. Ouais, non. C'est quand vous êtes à la fin, que votre cœur bat à 1000 à l'heure, que à la limite, vous allez vous évanouir parce qu'on vous a dit que vous allez au prochain. C'est énorme. C'est un stress absolu. Et les gens faisaient la différence entre la serveuse du Mistral et la danseuse dans la rue? Oui. Ouais. C'est là où justement, vraiment, ils ont mis... oui. Pardon, excusez-moi, je reprends. C'est là où exactement ils ont fait la différence entre Mélanie et Laetitia Milo. Voilà. D'ailleurs. Et d'ailleurs, il y a eu la chanteuse, il y a eu la danseuse, la comédienne, et puis il y a la chanteuse avec cet extrait. Loin d'ici avec Vincent Niclot. Comment c'est né ce duo? Fabuleuse expérience, encore Comment une fois. c'est né ça?
Ben, c'est pareil. Vincent m'a contacté un jour et il m'a dit est-ce que ça te dirait de faire un duo avec moi? Je veux attends, parce que je suis comédienne en fait, hein, je suis pas chanteuse et tout ça. Et donc du coup on a eu un rendez-vous qui s'est très très bien passé. Et en fait mon envie de départ c'était de faire cette chanson pour l'association Endo-France. Oui. Donc voilà, j'avais envie de reverser mes droits à Endo-France. Et donc du coup je l'ai fait aussi pour faire parler encore de l'endométriose et alors je l'ai fait pour mon plaisir parce que c'est super, ça a été une super belle expérience que j'ai adorée et donc du coup je l'ai fait aussi pour Endo-France. Oui, et en même temps, à la fin du clip, on vous voit essuyer une larme, Laetitia Milo. Oui. Tout à fait. En fait, c'est comme je vous dis, en fait, quand je fais les choses, je les fais à fond et je faisais pour Endo-France et j'avais envie. En fait, cette chanson à la base et après on s'imagine l'histoire qu'on a envie. Dans sa tête. Mais moi, c'est vrai que l'histoire, on peut très bien penser que cette histoire, soit c'est une séparation, soit c'est une mort, soit c'est une maladie qui nous sépare. Donc du coup, libre à l'imagination de chacun. Et c'est vrai que c'est pas une chanson joyeuse, en tout cas. Donc j'ai voulu aussi donner ma version de la chanson. Alors c'était un clip. De ses paroles. Il y a eu d'autres clips auxquels vous avez participé beaucoup plus anonymement, Laetitia Milo. Il y a eu une figuration avec Jennifer au Soleil, Ouais. et il y a eu aussi Gérald de Palmas. Ouais. Il y en a eu d'autres aussi. Et ça, c'était à vos débuts. Oui, ça c'était à mes tout débuts en fait quand j'ai fait beaucoup de figurations moi, au départ en fait. Hein, comme je vous ai dit, j'avais envie de rentrer dans ce milieu, mais je savais pas comment. Et c'est vrai que voilà, j'ai fait beaucoup de figurations. C'est pour ça aussi que je me suis occupée aussi après du public d'émissions. Mais donc j'ai fait beaucoup de figurations aussi dans les émissions télé. Et voilà, ouais, c'était mon rêve, hein, vraiment de. Et l'une des figurations les plus exceptionnelles, je crois que c'est quand même dans un film qui s'appelle Femme fatale de Brian de Palmas. Oui, carrément. Comment vous êtes arrivé là-dedans? Je sais pas comment. En fait, je faisais des castings. Ils cherchaient des figurants à chaque fois. Ça, c'était à Cannes. C'était sur 3 nuits en plus. Oui. Donc, je me rappelle, je faisais l'aller-retour de Cannes à chez moi parce que j'avais pas les moyens de me payer l'hôtel. Oui. À Aix-en-Provence, oui. Ouais, non, je faisais Cannes, Aix-en-Provence après la nuit. Hein. Oui. En fait, on a fait 3 nuits. Hein. Oui. C'était très fatigant, mais alors pareil, une super belle expérience parce que attendez, j'ai quand même vu Brian de Palmas et tout. Enfin, c'est Antonio Banderas. Brian de Palma, pardon. Je reprends. J'ai quand même vu Brian de Palma qui réalisait son film. Enfin, c'était génial. Et il y avait Antonio Banderas aussi. Ouais. Et Mélanie Griffiths. Et vous faisiez quoi? Vous apparaissiez dans une scène? Je sais même pas si on me voit. J'apparaissais sur les marches de Cannes. En fait, je jouais, entre parenthèses, je jouais une célébrité qui montait les marches de Cannes. Voilà. Et il faut savoir que ce film de Palma voulait depuis longtemps tourner en France. Il voulait tourner à Cannes et à Paris. Et il a effectué lui-même les repérages du film en circulant à Paris en scooter, autant où c'était possible et pas dangereux, avec des lieux qu'on n'avait jamais vus au cinéma, comme la passerelle de Billy, l'église Notre-Dame de la Croix de Ménilmontant. Vous voyez, plein de lieux. Et c'est comme ça qu'il a tourné son film en France. Et puis, il y a eu quand même une autre chose. Ça a été aussi une expérience extraordinaire. Sur France 2, vous avez fait en direct La femme du boulanger avec Michel Galabru. Ouais. Laetitia Milo. Ça aussi, comment c'est arrivé? Pareil, hein, fabuleuse expérience, encore une fois. Hein, c'est vrai que... alors là, c'est pareil. On m'a appelé pour jouer directement. Là, pour jouer directement, est-ce que vous êtes intéressé de jouer... Aurélie, la femme du boulanger, la femme de Michel Galabru et tout. Et en fait, c'était en plein décembre. Et donc, j'étais en train d'organiser l'anniversaire de mon chéri à cette époque-là. Et je dis à ma maquilleuse, Marie-Pierre, qui était en train de me maquiller à ce moment-là, je lui dis « Oh mince !» pile poil le jour de l'anniversaire et tout ça. Et en fait, j'avais pris une réservation et sans annulation parce que du coup, pareil, c'était un peu plus cher, donc je pouvais pas prendre l'annulation et tout. Et j'ai dit mince, ça veut dire qu'en clair, soit j'accepte ça, soit je fais pas du tout l'anniversaire parce que du coup, c'est pas possible. Je pourrais pas reprendre encore l'activité une deuxième fois. Et elle m'a dit, mais t'hésites là, sincèrement?
Et je fais, je sais pas. Et en fait, j'avais appelé mon agent à l'époque et il m'avait dit, non mais attends, en fait, on s'en fout de l'anniversaire, tu vas faire l'adaptation et puis c'est tout. La pièce de théâtre. Pas l'adaptation, la pièce de la théâtre. captation. La captation, oui. Tu vas faire la captation et c'est tout. Et donc du coup, j'ai évidemment accepté la captation et j'ai fait la rencontre fabuleuse de Michel Galabru. Personnage extraordinaire, cet énorme. homme admirable. Très drôle. Oh, mais j'en ai des fabuleux souvenirs de lui, de Bernadette Lafont également, qui sont toujours dans mon cœur. Et il faut savoir que le rôle que vous avez fait de la femme du boulanger, au départ, dans le film de Pagnol, c'est Joan Crawford, star hollywoodienne, qui devait le faire, mais elle ne parlait pas français. Et Rému a pensé à Ginette Leclerc, avec qui il avait joué, et c'est comme ça que Ginette Leclerc a été la première femme du boulanger avant vous. Alors ça a été le théâtre, mais il y a aussi la littérature. La littérature, on en parle dans quelques instants avec ce roman Célia et une date, le 12 mai 2021. A tout de suite sur Sud Radio avec Laetitia Milot. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Laetitia Milot. Le 12 mai 2021 est sorti Célia, ce roman chez Plon, qui est un thriller, un genre que vous affectionnez finalement, et qu'on affectionne peu en France encore chez les femmes. Un thriller psychologique. Oui. J'aime bien dire le mot psychologique parce que c'est vrai que j'ai joué avec la psychologie de mon personnage Célia et je joue, en tout cas j'essaie de jouer avec la psychologie du lecteur. Alors pourquoi d'abord les thrillers? C'est une chose qui vous passionne? J'adore les thrillers. Ça a toujours été, encore une fois, mon rêve d'écrire un thriller un jour. Et c'est vrai que j'adore les regarder. J'adore être tournée en folie quand je regarde le thriller. Et puis finalement, avec une fin qui me surprend. Et voilà, j'avais envie d'en écrire un. Donc, ça fait longtemps. Hein. Voilà. Et remarquez, en France, le spécialiste a été Jean-Christophe Granger au début. Ensuite, Bernard Minier, aujourd'hui, qui est numéro 1 des ventes. Et vous arrivez derrière. C'est un pari. Mais encore faut-il construire une histoire. D'abord, il faut choisir un univers. Et vous avez choisi un univers, Laetitia Milot, qui n'a jamais été utilisé par les spécialistes du thriller, c'est-à-dire la comédie musicale. Alors la comédie musicale, en fait, pourquoi? Parce que j'ai toujours adoré les comédies musicales. En fait, j'adore les regarder, j'aime beaucoup. Et ça, je crois, franchement, demain, on me propose une comédie musicale, je la fais parce que c'est des chanteurs, des comédiens, il y a de la scène. C'est génial. Enfin, moi, j'adore. Je me régale devant une comédie musicale. Alors donc, vous avez choisi cet univers en vous informant et en imaginant un personnage qui est Célia, qui a gagné Star Academy, qui a eu beaucoup de ventes de disques et qui se retrouve à un tournant de sa carrière. En fait, voilà, elle se retrouve à un tournant de sa carrière. Et puis là, effectivement, il y a cette comédie musicale qui se présente, le casting. Et en même temps, elle est harcelée par un fan. Oui, c'est assez courant. C'est important de le dire. Elle est harcelée par un fan qui, au départ, finalement, commence tout doux, avec des mots d'amour. Et puis, finalement, que ça va un peu plus loin. Et ce casting, évidemment, qui dit casting, qui dit des chanteuses à grand talent aussi à côté. Et donc, elle intègre ce casting. Et effectivement, là, il y a des accidents plutôt inexpliqués qui arrivent au fur et à mesure. Et la vie de Célia devient un cauchemar. Et d'ailleurs, la vie de ce casting devient un cauchemar aussi. Et après, en fait, les cartes sont redistribuées parce qu'en fait, on ne sait plus qui manipule qui. On ne sait plus qui est machiavélique. Donc là, il y a de la machination dans tout ça, il y a de l'obsession dans tout ça, du suspense. C'est là où le thriller rentre en route. Et en fait, on ne sait plus qui est victime, qui est coupable. Alors d'ailleurs, jusqu'à la dernière page, je peux en témoigner, on ne le sait pas. Je ne dirai pas la fin, mais c'est une surprise. Il faut construire tout ça, c'est pas évident. Oui. Il faut des heures, des semaines. Comment vous avez fait? 2 ans et demi. 2 ans et demi. 2 ans et demi. C'est pas des semaines. Ouais. Enfin, c'est des semaines, c'est plus que des semaines. C'est 2 ans et demi, pour en tout cas en ce qui me concerne. En travaillant tous les jours, un petit peu. Alors en travaillant pas tous les jours, parce que évidemment je peux pas travailler tous les jours avec mon roman, mais en même temps oui et non, parce que par exemple je suis dans le taxi dans un film que je suis en train de tourner, ou peu importe, quand je suis au HMC, tout ça, hop, je prends mon portable, j'ai toujours mon portable, j'ai le côté notes et je marque, j'inscris beaucoup de choses en fait sur mon portable, donc des phrases que j'entends, des idées que j'ai, des histoires de personnes qu'on me raconte, hop, je note tout.
C'est comme mon calepin, en fait. Hein. Et vous notez tout parce qu'il faut aussi trouver le suspense final. Ça, c'est pas évident. Il faut toujours surprendre. L'écriture, on sait que c'est une surprise permanente. En fait, je pense qu'à travers mes romans, effectivement, je mets aussi mon métier de comédienne, qui est évidemment mon métier principal. Et je pense qu'il y a de la comédie dans mes romans, c'est-à-dire ce thriller psychologique qui amène finalement dans des scènes en fait très précises. Et donc, pour moi, à ce niveau-là, c'est assez facile parce qu'en fait, l'imagination d'un comédien, c'est énorme. Et c'est vrai que moi, j'ai plein d'histoires en tête. Attention. Oui, mais ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez créé un univers où on reconnaît la télé-réalité et puis la réalité des comédies musicales. Vous êtes informé, vous avez traîné sur des plateaux. Bien sûr, j'ai beaucoup, comme je vous dis, oui. je note beaucoup, je me suis beaucoup informée. Ça a été un gros travail. J'ai mis beaucoup de fiction, évidemment. J'ai mis aussi des traits de caractère de Laetitia dans Célia, mais il y a tout mélangé. Après, il ne faut pas oublier que Célia, c'est une fiction avant tout, bien évidemment. Oui, et il y a même des personnages qui ressemblent à la réalité. Il y a un personnage prénommé Dove. On pense à Dove Attia, qui était polytechnicien au départ, qui a été à TF1 et qui est devenu le producteur des grandes comédies musicales avec Albert Cohen. Ça vous a inspiré aussi. Voilà. Après, il y a évidemment les noms que je cite dans ce livre. J'ai été inspirée et on les connaît tous de près ou de loin. Absolument. Alors, il y a quand même cette comédie musicale s'appelle Les Mille et Une Nuits. Ouais. C'est-à-dire que c'est quand même beaucoup de volume parce qu'en fait, les Mille et Une Nuits, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'elles auraient été inventées en Inde il y a plusieurs siècles, transmises par écrit. La fille du vizir s'appelait Scheherazade. Et c'est un Français qui s'appelle Antoine Galland qui a un jour traduit un manuscrit, Les Mille et Une Nuits, et il en a fait 12 volumes entre 1704 et 1717. Vous avez lu un peu ces volumes, non? J'ai pas lu tous les volumes. Pourquoi Les Mille et Une Nuits? Parce que j'adore cette comédie musicale et c'est vrai que j'avais envie aussi de reprendre une fin différente comme vous l'avez lu. Oui. Il y a une petite fin qui est un peu différente de la comédie musicale. Et en fait, j'avais envie de changer le côté un peu, c'est le côté un peu féministe oui. qui vient là de Laetitia. Et il y a en même temps, à travers ce personnage de Célia, un parcours qui vous a été familier. Parce qu'il y a des hauts et des bas dans un parcours, vous l'avez connu, et Célia le connaît. Alors, en fait, ça, effectivement, des hauts et des bas, de toute façon, il y en a dans toutes les carrières. Oui. Voilà. Et effectivement, voilà, j'ai voulu aussi mettre en avant que ce métier, c'était un métier de requin. Oui. C'est un métier qui n'est pas facile. Un métier qui est rempli de concurrence. Et il faut vraiment avoir la tête sur les épaules pour avancer et garder les pieds sur terre, surtout. Et c'est un métier aléatoire. Oui, et le travail pour arriver au sommet. Voilà. Et il y a notamment une scène où Célia travaille avec un professeur pendant 5 ans. Vous avez connu ça aussi, Laetitia Milhaud? J'ai connu, alors pas dans le même état d'esprit, oui. Attention, mais effectivement, oui, j'ai des professeurs, j'en ai connu surtout avec la danse et oui. Tout ça. Notamment Rémi, il m'a suivi pendant de longues années aussi. Et puis il y a les exercices de diction, comme je veux oui. et j'exige. Oui. Ça, c'est important. Je veux et j'exige oui. Des skis, des excuses, des explications. Oui. Ouh là là. Et il y avait aussi le fisc fixe exprès chaque taxe excessive, exclusivement au luxe et à l'exquis. Voilà. 3 tortues trottées sur 3 trottoirs. Mais dites ça 10 fois, parce que là, vous êtes en train de dire, j'en suis sûre, derrière votre radio. Ouais, c'est simple. Vas-y, dis fois de suite, 3 tortues trottées sur 3 trottoirs. Ouais, et il y a le pire, c'est pruneau cuit, pruneau cru. Essayez de le dire 10 fois. C'est une catastrophe. C'est bon, alors on va pas faire une émission sur ça, parce que sinon ça va être... Alors, il y a une chose que je ne connaissais pas, que vous évoquez dans ce roman, Célia, c'est un stagger through. Qu'est-ce que c'est? Un stagger through. Oui, je ne sais pas, vous en parlez et je ne sais pas ce que c'est. Alors attendez, parce que alors là, par contre, c'est dans quelle phrase exactement? C'est un exercice qu'on fait de répétition. Que vous voyez, j'ai lu votre livre. Oui. Et c'est un exercice de répétition que je ne connaissais pas. Avec les chansons, voilà, avec les chanteurs. Voilà. Et moi, je suis pas chanteuse en fait. Ça, c'est des choses qu'on m'a dit par rapport à la chanson. Voilà. Et en fait, effectivement, comme je vous ai dit, en fait, quand on me donnait des indices, quand on me donnait des conseils sur la chanson, notamment, ou sur les comédies musicales, mais surtout sur la chanson, parce que je connais des chanteurs aussi quand même.
Et du coup, effectivement, en fait, j'essayais de retranscrire ce qu'il me disait. Voilà. Et alors oui, j'allais chercher sur le dico, hop, qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce que même j'étais la première à pas savoir. Alors, les auditions se déroulent au 25 rue Mogador, qui est le théâtre Mogador, Oui, finalement. ça par contre, Théâtre oui. qui a été construit en 1919. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il a été construit sur le principe des musicals à l'anglaise et il a été inauguré par le président des États-Unis de l'époque, qui s'appelait Woodrow Wilson. Et ça a fait... bon, il y a eu des opérettes, des comédies musicales, et il a été classé au patrimoine historique par Barbara, qui a insisté pour que ça devienne un théâtre officiel. Ouais. Voilà. Et pourquoi ce lieu, vous l'avez visité? Il vous fascine? J'y suis déjà allée, d'ailleurs. Oui. J'y suis déjà allée, ça me fascine, effectivement, c'est majestueux, c'est très, très beau. Et ouais, non, c'est la référence. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est la référence de la comédie musicale. Exactement. Il y a eu les grandes opérettes, les grandes Ça, ont été montées c'est une là-bas. référence. Alors, on en revient justement à ces producteurs un peu véreux que vous évoquez dans ce livre. Bon, ça crée des traumatismes aussi. Ça, vous les avez observés quelquefois, pas forcément vécus, vous y avez échappé, mais ça fait partie de cet univers que vous décrivez dans ce roman. Mais comme je vous ai dit, en fait, plutôt dans la biographie, Oui. en fait, c'est vrai que j'en ai vécu et voilà, faut savoir, faut avoir la tête sur les épaules. Encore une fois, faut savoir dire non, Voilà. Et le faut avoir son caractère. Et donc, il y a le harcèlement d'une star de la réalité, ça aussi. Le harcèlement, c'est une chose dont on parle aujourd'hui, mais dont on ne parlait pas il y a quelques années. Et ça, c'est très présent dans votre roman. Tout à fait. Déjà, notamment par vis-à-vis du fan. Oui. En fait, ce fan, c'est vrai que j'ai voulu un peu mettre aussi un peu de la réalité à côté. Et ça m'est arrivé une seule fois de me faire harceler par un fan, et c'est ce fan en question, parce qu'au départ, ça commençait tout doux, et puis finalement, après, alors lui, c'est parti dans des menaces de mort, en vrai. C'est allé jusqu'à un procès, c'est allé très loin. Et en fait, c'est le seul fan. Et après, vraiment, moi, mon public, il est super bienveillant envers moi, et je suis très, très proche de mon public, et j'adore les réseaux sociaux, tout ça. Enfin, voilà, ce que je dis par rapport à Célia, par rapport aux réseaux sociaux, tout ça, d'ailleurs, ça rejoint, moi, avec le public sur les réseaux sociaux. Oui, et d'ailleurs, génial. vous évoquez dans les réseaux sociaux, vous parlez de la vitalité d'Internet qui n'est pas la même aujourd'hui qu'il y a quelques années. Ah ben non, ça c'est sûr. Mais même moi encore, enfin aujourd'hui, je veux dire, je suis pas non plus une connaisseuse à 100% de tous les réseaux sociaux à fond. Je découvre encore, par exemple, TikTok, je viens de le découvrir il y a quelques semaines. Hein. Alors, dans ce livre aussi, Laetitia Milot, il y a des sujets que vous aviez évoqués dans vos romans précédents, les enfants battus, la violence faite aux femmes. Ça revient aussi, c'est presque pas une tradition, mais ça fait partie des choses dont vous parlez chaque fois. Ça, c'est des sujets auxquels je me battrai à jamais, parce que c'est des sujets qui me touchent énormément, et que j'ai envie de prendre parole sur ces sujets, et puis qu'il faut surtout ne pas oublier. C'est important de tout le temps en parler, et tout le temps remettre une couche dessus. Parce que il faut pas les oublier, il faut pas le banaliser. C'est un sujet dont il faut parler, et dont il faut encore parler, voilà. Parce que c'est pas normal. Et vous parlez aussi d'une chose qu'on connaît peu en France, c'est les Tony Awards, qui est l'équivalent des Molières ou des victoires de la musique aux États-Unis, et qui ont été créés d'ailleurs par une dame qui s'appelait Antoinette Perry. Et donc c'était les Tony Awards. Et il y a des Français qui ont eu ces prix. C'est les Branquignols, Robert Derry et Jean Lefebvre, qui avec La Plume de ma tante, qui était le spectacle préféré de la reine d'Angleterre aussi. Les seuls Français qui ont eu ces Tony Awards que vous évoquez dans ce livre. Bravo pour les renseignements, oui. Ceci dit. Je vais vous prendre souvent avec moi. Mais c'est vrai que ça aussi vous évoquez Broadway. Broadway, ça vous fait rêver. C'est pareil. Broadway, c'est comme le théâtre Mogador, en fait. Hein. On a envie de... Ouais, c'est une image, c'est le rêve. Alors, vous avez déjà eu un roman adapté à la télévision. Célia, ça ferait un formidable téléfilm. Mais je pense que, vous savez, quand j'écris, encore une fois, je suis aussi la comédienne qui écrit. Donc, la façon dont j'écris, moi, c'est très scénique dans ma tête. Je m'imagine des scènes, en fait. Les personnages, des scènes. Pas spécialement moi ou une actrice spécialement. Mais je m'imagine, en tout cas, des personnages qui avancent dans la scène. Donc finalement, oui, obligatoirement, il y a ce côté scénarisé qui rentre en compte. Et puis, c'est un sujet pour toute la famille, parce que les anciens aimeront le thriller et les jeunes aimeront le côté télé-réalité.
Oui, exactement, exactement. C'est assez. Et puis c'est une façon aussi de faire, enfin une façon simple de faire aimer la lecture aussi, parce que par exemple, moi je reçois beaucoup de courriers de gens qui lisent pas forcément et finalement qui lisent les livres et qui se disent ah bah tiens c'est facile à lire, c'est génial parce qu'on se plie dedans. On est très peu avec le dictionnaire justement. Je fais exprès, pour être très peu avec le dictionnaire et regarder qu'est-ce que ça veut dire ça, qu'est-ce que ça veut dire ça, parce qu'en fait j'ai envie que ce soit simple et facile à lire. Eh ben voilà, et c'est facile à lire jusqu'à la dernière page, je peux vous l'assurer. Ça s'appelle Célia, c'est paru chez Plon. Merci Laetitia Milo, et puis Merci à vous. je suis sûr qu'un jour on verra ça à la télévision. Merci, les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt, restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.